Quand on voyage un peu et que l'on parle de desserts à base de fromage, les Américains ont leur cheesecake, bien sûr, et la France son gâteau au fromage blanc. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Bon, c'est un peu réducteur, car la France est le premier producteur et consommateur de fromage au monde. Et évidemment, on ne peut pas se contenter d'un gâteau au fromage blanc, aussi bon soit-il. Il y a, quand on cherche un peu, une multitude de gâteaux au fromage dans toutes les régions de l'Hexagone. Les Corses ont leur bruccio, à base de lait de brebis, qu'ils mangent salé ou sucré. Les Occitans ont la brousse du Rove, qui mélange les laits de brebis, de chèvre et de vache. Dans le Rouergue et le Quercy, on parle de caillé, de caillebotte en Vendée et en Charente, de crémé en Anjou ou de gourmet en Haute-Normandie. Bref, autant de fromages frais qui alimentent de nombreux gâteaux. Première étape de notre Tour de France des gâteaux au fromage, nous irons en Poitou, justement à la découverte du tourteau fromager. Il est considéré comme l'un des fleurons de la gastronomie poitevine. Je rencontrerai Annie qui tient une chambre d'hôte dans la région et se passionne pour la gastronomie locale. Le tube brûlé, ça se fait dans les 10 premières minutes. Et après, ça protège l'intérieur du gâteau qui va cuire mais pas brûler. Nous reprendrons ensuite le vol en direction l'Allier pour rencontrer Monique et goûter sa guère bourbonnaise. C'est une recette cuisinée pour les occasions, comme on dit, quand quelqu'un passe prendre l'apéritif ou pour accompagner le café. C'est la cuisine de la maison, comme on l'aime dans les carnets. Et puis difficile ensuite de ne pas faire étape en Alsace, dans le berceau du gâteau au fromage. La fameuse Käsekuchen, pardon pour la prononciation, sorte de tarte au fromage blanc qui utilise de la faisselle. Direction la ferme auberge du Kolschlag, située dans un écrin de verdure entre le Grand Ballon et le Vieil Armand. L'élément central de la recette, c'est donc le fromage en faisselle, d'où l'importance de la fraîcheur, de l'origine du produit. Allez, c'est parti pour un voyage dans le pays du fromage que l'on va cuisiner ensemble en dessert et vous allez voir que notre chef Thierry Marx ne fait jamais rien comme les autres. Biscuits frais, framboise pépin, pâte d'amande, chocolat. Et voilà. Mais tout de suite, direction ma cuisine où Thierry et Raphaël m'attendent déjà. Salut les garçons. Ça va, Julie? Qu'est-ce que vous mijotez? Ah, mijote, secret chef. Journée de pâtisserie. Ça va? Ouais, ça va très bien. Alors, vaste sujet, les gâteaux au fromage. Et oui, surtout, il y a de quoi faire. Hein. On va traverser les continents. Les continents, les départements aussi, C'est vrai. parce qu'il y en a quand même pas mal en France. Est-ce que tu savais d'ailleurs que l'on a trouvé des traces de gâteaux au fromage jusque dans l'Antiquité? Oui, parce que j'ai révisé avant de... Oh, il est bon, il est bon. Et on retrouve des recettes du temps d'Archestrate, l'Antiquité grecque. Super. On commence par l'historique, justement. Alors, ce fameux gâteau au fromage, Antiquité, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, le gâteau au fromage remonterait à la Grèce antique, mais il faut attendre le IIIe siècle après Jésus-Christ pour trouver trace écrite d'une recette mêlant miel, fromage et farine de blé. Au cours du premier millénaire, les Romains prennent la recette à leur compte et l'exportent au gré de leur conquête. En Angleterre et à l'ouest de l'Europe d'abord, dans les régions scandinaves, puis dans tout le nord-est de l'Europe. Et partout, on en fait tout un fromage, mais sous des formes différentes. Les Français utilisent principalement de la faisselle de vache ou de chèvre, les Italiens lui préfèrent la ricotta ou la richesse du mascarpone, les Allemands et leurs voisins d'Europe centrale, du quark sur une pâte à tarte. Et quand au XVIIIe et au XIXe siècle, les Allemands et les Juifs polonais émigrent massivement aux États-Unis, la recette traverse avec eux l'Atlantique. Mais c'est William Lawrence qui l'américanise définitivement. En 1873, il se met en tête de fabriquer le fromage à la française dans l'État de New York et crée un fromage doux et crémeux, savoureux, le fameux cream cheese. Les pâtissiers juifs new-yorkais s'en emparent dans les années 30 pour remplacer le fromage blanc de leur gâteau. Le New York Cheesecake est né. L'engouement est tel à travers le monde que pour les tartes au fromage européennes, trouver une place dans le cœur des gourmands, c'est pas du gâteau. Nous voilà fort instruits. Alors, nous, on revient à notre sujet. Moi, j'ai choisi le cheesecake new-yorkais, qui, je crois, aujourd'hui est apprécié universellement. Et il est très savoureux, chacun a un peu sa recette, comme d'habitude. Moi, je vais vous confier la mienne, qui est relativement sûre, on ne devrait pas la rater. Le New York Cheesecake, c'est un gâteau qui a pour particularité d'avoir une base de biscuits émiettés, qui sont parfois recuits, parfois pas. Moi, c'est ce que je fais, parce que je veux avoir une base, finalement, bien ferme, croustillante.
Donc, les biscuits, traditionnellement, aux États-Unis, on utilise ces biscuits-là, qu'on ne trouve pas en France, enfin, à part dans des épiceries spécialisées, qui s'appellent les Graham Crackers. Graham Crackers. Des biscuits à base de farine de blé complète, enrichis en flocons de son, inventés par un révérend nutritionniste en 1829 dans le New Jersey. Alors, nous, on pourrait les utiliser puisqu'on les a trouvés, mais on va se rapprocher de vous pour le coup. Et comme on ne les trouve pas facilement, on va les mettre de côté. Et moi, ma proposition, c'est de faire quasiment moitié-moitié entre des spéculoos, avec ce petit goût épicé, cannelle, vergeoise, et des galettes bretonnes. Là, on est plutôt local, spéculoos belge, galettes bretonnes, parce que ce sont des biscuits qui ont du parfum, un bon goût de beurre et qui sont bien croustillants, justement. Donc, je vais mettre 200 de spéculoos et 150 de galettes. Un peu de beurre, 80 grammes à peu près, mais tu peux commencer par mixer. Et on va rajouter un petit peu de sucre, juste une cuillerée à soupe de sucre. Moi, j'aime bien le sucre roux parce que je trouve que ça correspond à ces biscuits. Et on va mixer tout ça, si l'appareil marche. Je vais faire du bruit. Pas mal. Pendant ce temps-là, je vais beurrer le moule. Alors, en dessous, finalement, dans le fond, on n'a pas vraiment beurre de beurrer parce que la préparation est déjà très riche. Ouais. En revanche, c'est très important de beurrer les parois, les côtés, parce que sinon, au moment du démoulage, ça risque d'accrocher. Et c'est vrai que c'est un gâteau fragile, donc il faut anticiper ce genre de choses. Hop. Alors, à partir de là, on va se servir donc de cette poudre pour faire notre base de gâteau. Et on va le transformer en pâte à tarte, finalement. C'est assez pratique. Voilà. Alors là, moi, je le fais à la main, hein, on est d'accord ? On est d'accord ? Oui, on est d'accord. J'ai remarqué en ayant goûté pas mal de cheesecake, plus ou moins authentiques, qu'il y a quand même une importance dans les épaisseurs, dans les niveaux. Oui. Il faut une certaine quantité de biscuit, là aussi, parce qu'il va forcément être un peu détrempé. Donc, il faut qu'on puisse garder du croustillant. Et une certaine épaisseur de crème aussi, pour qu'il soit bien équilibré. Ouais, il y a un équilibre à la dégustation. Il y a un jeu de texture qui est intéressant. Alors c'est bien de recuire après le biscuit, parce que sinon, avec le beurre, ça rancit un petit peu. Mais le beurre, justement, va jouer aussi ce rôle d'étanchéité. Ah oui, ça je ne savais pas. En refroidissant, bien sûr. Oui, c'est ça. Je mets tout ça au four. Alors, s'il te plaît, excuse-moi, j'ai choisi l'option ventilée pour durcir un peu mon biscuit. Je sais que tu es contre les fours ventilés. Non, mais je ne suis pas contre. Mais je maintiens mon parti pris. Mais tout à l'heure, évidemment, quand on aura mis la crème, je vais être en chaleur statique. Donc, chaleur ventilée, 200 degrés pendant 10 minutes. Et pendant ce temps-là, Thierry, on va s'immiscer dans tes cuisines. Oui, avec plaisir. Pour découvrir ta version du cheesecake, du gâteau au fromage, pas spécialement cheesecake. Et vous allez voir que c'est vraiment une version de chef. Chef Marx. Pour découvrir une version palace et surtout sans cuisson du cheesecake, rendez-vous dans les cuisines de Thierry Marx. Cette fois-ci, c'est dans le labo pâtissier de son restaurant 2 étoiles que cela se passe. On va réaliser une pâte d'amande. En fait, c'est sucre glace, poudre d'amande, beurre, une pointe de sel et jaune d'œuf. Et on ne va pas cuire cette pâte. Et ça nous servira de premier étage du cheesecake. Pour ce premier étage de la recette, Thierry Marx malaxe du beurre pommade avec du sucre glace. Comme si c'était de la farine. Il y ajoute de la poudre d'amande torréfiée pour renforcer son goût et du sel. Je mets un tout petit peu de jaune d'œuf pour lier tout ça. Mais ma pâte est quasiment prête. On va bien l'abaisser et la laisser reposer. Alors c'est une pâte qui est très friable. À la dégustation, on doit avoir cette sensation de pâte brisée, non cuite, plutôt de pâte d'amande d'ailleurs. Une fois la pâte bien refroidie, le chef l'enduit de chocolat noir pâtissier. Là, c'est un chocolat très noir, on est à 80% de cacao, donc on va avoir une pointe d'amertume. Ce qui contrastera avec le goût bien sucré de l'appareil. Une fois le chocolat bien figé, le chef retourne la pâte pour la couvrir cette fois-ci d'une confiture de framboise maison. On prend nos framboises, au-delà de la maturité, et on va laisser cuire au bain-marie. Et on aura une pulpe de framboise dans lequel on va ajouter dans le kilo 5 grammes d'agar-agar. Alors je répartis harmonieusement avec le dos de la cuillère. Il recouvre ensuite la pâte d'une génoise classique confectionnée préalablement. Et voilà, biscuits frais, framboise pépin, pâte d'amande chocolat.
On va laisser reposer environ 30 minutes à grand froid. Il passe ainsi à la confection de l'appareil qui nécessite un sabayon. C'est parti. Donc le sucre. Pour cela, il cuit du sucre avec de l'eau à 110 degrés Voilà. et bat en parallèle des jaunes d'œufs. Verse le sucre cuit dans les jaunes et y ajoute de la gélatine. On va la mettre à chaud. Mon sabayon mélangé à mon fromage blanc. C'est un fromage blanc 0%. Ce qui m'intéresse, c'est le goût, ce petit goût acidulé, pas forcément la matière grasse. Mélange. Alors là, je réagis assez vite parce que faut pas oublier qu'il y a la gélatine dedans. Thierry Marx y intègre enfin une crème montée, une crème qui a été fouettée mais non sucrée. Et voilà, Une fois l'appareil bien homogène, il le verse dans son moule. à hauteur. Alors, je vais me garder un peu d'appareil pour le décor. Le gâteau doit refroidir de nouveau 30 minutes au réfrigérateur avant d'être dressé et décoré. Ça, c'est le reste d'appareil qui a commencé à prendre, pas trop. Et je vais pouvoir finir mon entremets. Alors après, le décor, on fait ce qu'on veut. De belles arabesques par exemple, réalisées de main de maître. Un fin saupoudrage de chocolat noir et c'est terminé. Voilà ma version du cheesecake. Cool, Raoul. De retour dans ma cuisine, place à la dégustation. Oh là là, mais Thierry, tu l'as dit qu'on se mariait pas tout de suite. C'est impressionnant ça. Ah, c'est beau. Et donc en fait c'est entièrement cru. Oui, Ouais, d'accord, c'est bien. c'est vrai, c'est vrai. Et bon, tu sais, il est bon cuisinier, il n'y a pas beaucoup de conversations, mais. Très peu sucré. Ah bah, C'est très frais. Donc toi, tu Une parles souvent fraîcheur. de contraste, Ah ouais, là, c'est... de texture, de saveur. Là, on est vraiment dedans. Alors c'est vrai que c'est complexe à réaliser, mais Ouais, c'est bon. c'est payant, comme on dit. Est-ce que c'était une volonté de faire un gâteau cru sans cuisson? Oui, je trouve que les biscuits, ça prend une note souvent très caramélisée et on a choisi de bonnes poudres d'amande, on choisit des beurres de qualité et la cuisson. Quand il n'y a pas besoin de conservation, est-ce qu'il y a besoin de cuisson? Alors voilà, on a joué un peu avec ça. Mais on est dans une version vraiment réinventée et largement plus sophistiquée qu'un cheesecake traditionnel. Complètement vrai et surtout avec un apport en matière grasse très faible Ouais. et un apport en sucre Ça se très sent, très faible. Et ton biscuit, t'as pas mis de beurre? Un peu. Mais on s'en fiche de la matière grasse, c'est la vie, la matière grasse. jogging. Bon, oui, et puis c'est surtout le quart d'heure, tu vois, 10 minutes en tout cas, de cuisson pour notre biscuit. Voilà, on va sortir notre biscuit qui, normalement, devrait être Ah bah oui, je fais. cuit. Voilà, merci. En revanche, alors, à partir de là, on va changer la température du four, on va le baisser, on va le mettre à 135 degrés. Voilà. Après de multiples essais, j'ai considéré que c'était la bonne température. Pas de chaleur tournante, chaleur statique, ça c'est très important parce que dans cette version, en tout cas de la recette, il ne faut pas que le gâteau gonfle. C'est le contraire du tourteau fromager. Il faut au contraire qu'il reste assez dense. Comme il y a des œufs, on ne va pas trop les fouetter et surtout, il ne faut pas d'air, donc pas de chaleur ventilée. À partir de maintenant, on va peut-être laisser refroidir notre biscuit et on va préparer l'appareil, la crème. Alors moi, je mets à peu près 50% de cream cheese, on l'appelle comme ça, 25% de crème fraîche, une bonne crème fraîche épaisse, et 25% de fromage blanc pour avoir quand même un côté un peu plus léger, une acidité. Et la crème, tu la montes pas? Et là, pas du tout. Je ne monte rien. C'est le gâteau du paresseux, tu me connais. En revanche, je vais commencer par casser mes œufs, mais je ne sépare pas les blancs des jaunes, je ne les clarifie pas, parce que justement, je ne veux pas gagner en volume. Les œufs me servent à tenir le gâteau finalement. Alors, je vais les casser en premier. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, Thierry? Je le fais? Ouais, vas-y, je veux bien. Est-ce que il m'est arrivé de mélanger mes fromages avec la crème au départ, puis de rajouter les œufs et le sucre. Finalement, je me dis que c'était peut-être pas idiot au contraire, de battre mes œufs avec mon sucre pour les blanchir Oui. et ensuite de rajouter la crème. Quelle serait la meilleure option? Ce serait œuf sucre. C'est ça. Bien les travailler, Donc, ce c'est qui ce qu'on va permet faire. au sucre de fondre un petit peu. D'accord. Quand tu blanchis, tu vas un peu incorporer plein de petites bulles d'air, par contre. Alors, c'est justement ce que je ne veux pas faire. Ouais. Donc, il ne faut pas trop les fouetter, il faut si c'est juste des grosses mélanger. bulles, c'est gênant, mais si tu as des très très fines bulles, tu vas pas les sentir. D'accord. Mais tu vas avoir un moelleux en bouche qui va apparaître, qui peut être intéressant quand même.
va pour le moelleux en bouche. Alors évidemment, tout à l'heure, on a utilisé un sucre roux parce que la pâte est déjà très colorée, elle est rousse de par la couleur des biscuits. Mais là, on va utiliser un sucre blanc puisqu'il nous faut un gâteau immaculé. 180 g de sucre suffisent et pour parfumer l'appareil, j'incorpore les grains de 2 gousses de vanille. Nos gousses de vanille, Thierry, on est bien d'accord, on les garde. Eh oui. On les utilise pourquoi? Alors, on peut refaire une crème pâtissière, on peut refaire toutes ces crèmes. Après 10 utilisations, il faut le savoir, après 10 utilisations, vous pouvez les remettre à sécher, vous les suspendez, et une fois qu'elles sont bien sèches, vous les réduisez en poudre et vous les rajoutez à un sucre. Il y a encore et du vous faites goût. votre... Et il y a encore du goût. Alors, on va peut-être commencer par le fromage le plus épais, le cream cheese, non? Avec- Parce que comme ça, on va éviter les grumeaux. Tiens, hop, je vais te le mettre d'ailleurs. Nous parlions des gâteaux au fromage. Il n'y a pas que le cheesecake new-yorkais, loin de là. Il y a des gâteaux bien plus anciens d'ailleurs et carrément français. Comme le tourteau fromager, on en a un exemple ici. Regarde, c'est assez mystérieux, ce gâteau tout noir et tout blanc à l'intérieur d'ailleurs. Hein. C'est une énigme pour moi, ce gâteau. Eh bien justement, Annie va résoudre l'énigme. Elle va t'apporter la réponse à la question que nous nous posons tous. Comment cuire le tourteau? De quoi est-il fait? C'est une recette à l'ancienne qui se fait dans un four à l'ancienne. Pour découvrir cette recette, je vous emmène à une vingtaine de kilomètres de Niort, dans le pays mélois. C'est Annie, arrivée dans la région à l'âge de 9 ans, qui va me cuisiner cette spécialité au nom et à l'allure pour le moins surprenante, le tourteau fromager. Nous la retrouvons au marché de Melle, où elle a ses habitudes avec ses petits producteurs comme Béatrice. Bonjour. Je viens chercher mes fromages pour les tourteaux. Super. Toi, tu les fais dans les petits moules à tourteau. Ah oui, oui, oui. Il faut dire qu'elle, c'est plus tarte fromagère. Ah oui, d'accord. L'histoire de mes tourteaux, le plaisir que j'ai à les faire, il commence là, quand j'achète mes produits. Quand je viens acheter mon fromage ici, quand j'achète mes œufs. Voilà, ça commence là, l'histoire du tourteau. Bonjour. Bonjour Annie. Ça va, Fabrice? Et toi? Parfait. Ces faisselles de lait de vache récupérées, Annie file ensuite dans sa petite épicerie bio acheter des œufs pondus sur une commune voisine et l'ingrédient principal, le fromage de chèvre. Historiquement, l'histoire du tourteau, c'est l'histoire aussi du territoire, c'est-à-dire il est au fromage de chèvre. Moi, j'ajoute un peu de j'ajoute 50% de fromage de vache pour ceux qui n'aiment pas le goût du fromage de chèvre. Amatrice de vieilles voitures comme moi, Annie repart au volant de sa dodoche. Direction Pouffon, à quelques kilomètres de là. Pour rejoindre sa splendide maison d'hôte qu'elle tient avec son mari Alain. Donc là, la première chose à faire quand on revient du marché, c'est de mettre les fromages à égoutter. Pour retirer un maximum d'eau, le mélange de fromage est réservé au réfrigérateur au minimum 2 heures. L'idéal étant de l'y laisser toute la nuit. Annie doit ensuite préchauffer son four, et ce n'est pas dans la cuisine que cela se passe, mais de l'autre côté de la cour où l'attend son mari Alain. Alain, je pense que c'est le bon moment pour allumer le four maintenant. Bon, ben ok. Il y en a pour 1 heure de chauffe, là, de toute façon. Voilà, c'est un ancien four à bois que les ancêtres ont construit. Je l'allume la veille, pour chasser l'humidité qu'il y a dans le four. Et puis, je fais un feu pour le monter autour de 200 degrés, à peu près. Nous laissons Alain alimenter le feu au fur et à mesure, comme le faisaient ses ancêtres pour commencer la recette à proprement parler. Donc là, j'ai pesé ma farine. Pour faire aujourd'hui, j'ai décidé de faire 8 tourteaux. Parce que quand on allume le four à pain, c'est bien d'en faire beaucoup. En fait, je fais un genre de pâte brisée, pas très académique, parce que je mets pas d'œufs, je mets pas de sucre. J'aime que ce soit une pâte assez neutre, en fait, pour qu'on trouve tout le goût du fromage qu'on va mettre à l'intérieur. Pas très académique, mais facile et rapide.
Donc là, je rajoute mon eau pour que ma pâte elle se forme en boule et pour pouvoir l'étaler. Et là, je vais partager ma pâte. Donc j'ai dit que j'en faisais pour 8, donc je vais faire mes 8 petites boules pour faire mes 8 tourteaux. Maintenant, j'ai mes 8 moules à tourteaux. Le problème, c'est que c'est de plus en plus compliqué de trouver ces moules. Même le quincaillier du marché de Leuzen, on n'a plus que quelques-uns à vendre. Et il faudrait quand même pas que ça disparaisse, sinon on va plus pouvoir faire de tourteaux. Rassurez-vous, en cherchant bien sur Internet, mon petit doigt me dit qu'il est encore possible de s'en procurer quelques-uns. Après avoir beurré ces précieux moules, Annie abaisse maintenant sa pâte. Moi, je la fais le plus fine possible parce que je veux que la pâte, elle est juste un support pour l'appareil, pour ce qu'on met dedans. Je veux pas que la pâte gâche le goût du gâteau, en fait. Lorsque chaque moule est soigneusement garni de pâte, Annie s'attaque à la préparation de l'appareil au fromage. Elle sépare les blancs des jaunes auxquels elle ajoute 160 g de sucre et un peu de farine. Moi, je trouve que c'est plus facile pour éviter les grumeaux de mélanger d'abord les jaunes, le sucre, la farine, et quand c'est bien mélangé, de rajouter le fromage. Voilà, et puis maintenant, je vais peser mon fromage. Comptez 500 g de fromage frais bien égoutté pour 8 tourteaux. Là, il ne faut pas que ça fasse de grumeaux non plus. Donc, il faut mélanger bien comme il faut, jusqu'à temps que ça fasse un mélange bien homogène et que le fromage soit bien mélangé au reste. Le four arrive bientôt à température. Annie finalise donc son appareil en incorporant délicatement les blancs montés en neige. Puis elle verse 2 louches dans chaque moule. Il faut que les moules soient généreusement garnis, sinon ça fait des petits tourteaux à plat. C'est bon Alain, le four est prêt? C'est parti pour 20 minutes de cuisson à chaleur descendante et à l'aveugle. Puisque comme pour un soufflé, il est interdit d'ouvrir le four. On va avoir l'odeur, de toute façon l'odeur elle va venir. Là pour l'instant ça sent rien, mais on aura l'odeur. L'odeur du tourteau. Le dessus brûlé, voilà. Ça se fait dans les 10 premières minutes. Et après, ça protège l'intérieur du gâteau qui va cuire mais pas brûler. Après 20 minutes, nous allons enfin pouvoir découvrir le résultat. La petite astuce, c'est qu'il faut les couvrir tout de suite en sortant du four pour pas qu'ils retombent. À peine refroidi, il n'y a plus qu'à goûter ces drôles de gâteaux brûlés. Et bien sûr, ici, on le déguste avec la croûte. Eh ben merci Annie, Alain, parce que c'est quand même du boulot ce gâteau. Je suis en train de le couper justement, ils nous en ont offert un. C'est magique, non, ce gâteau? C'est très très aéré. Ouais. Alors en fait, il semblerait, la légende veut un peu comme pour la tarte tatin, qu'un jour on ait oublié un tourteau fromager dans un four et qu'évidemment il soit sorti brûlé et qu'on l'ait mangé quand même et qu'on se soit rendu compte que finalement cette croûte brûlée ne communiquait pas de goût au fromage et qu'au contraire l'intérieur restait très blanc. C'était intéressant. Alors 2 choses. D'abord, comme nous, elle met d'abord ses jaunes, le sucre, elle bat. Et ensuite, moi, j'étais très étonnée par une chose. Le four est à 200. Est-ce qu'à 200, on peut atteindre cette coloration? Je crois que c'est pas la bonne température à l'intérieur du four. Là, parce que si vous essayez de faire cette recette dans un four à 200-220, jamais vous obtiendrez ce côté brûlé. Mais alors, comment ça s'explique? Pourquoi? Effectivement, on a vu, il y a bien 200, parce 210. qu'il n'y a pas de sonde. La sonde, elle doit être sur la porte du four. Or qu'il faudrait qu'elle soit au fond du four. Tu veux dire qu'en fait, c'est la température de la porte du four? D'accord. Là, on va démarrer le four à 260. Chauffe tombante. Tiens, c'est journée régime. Oui, là, on a... Alors, on va goûter bon, le tourteau d'Annie, ils sont très bons. Reprenons notre recette. Il nous faut ajouter 250 g de crème fraîche épaisse et 250 g de fromage blanc à 20% de matière grasse. Et pour mélanger le tout sans injecter trop d'air, je reprends la main avec le mixeur plongeant. Voilà, on s'arrête dès qu'on... Là, ça marche, c'est bien. Ça fait envie, cette onctuosité. N'est-ce pas? On a envie de plonger la cuillère. Ouais.
À partir de là, c'est tout bête, on va verser notre crème, notre préparation sur la base de biscuit. Qui est refroidie. Est-ce que je peux te demander la marque? Ah elle est là. Oh, il est trop fou. Ce sens de l'anticipation, c'est merveilleux. Enfin, je veux rien dire. Finalement, est-il besoin de lisser? Parce que ça va peut-être se lisser à la cuisson, non? Moi, je donne un petit coup sur les fesses, là. D'accord, un petit coup sur les fesses. Oui, ça va se... Puis tu vois, il y a quelques petites bulles d'air qui se libèrent, c'est très bien. On l'évacue. On est bon, là? Oui, très très bien. Il n'y a plus qu'à enfourner 1h20 dans le four préchauffé à 135 degrés. Une fois la cuisson achevée, on n'ouvre pas la porte du four puisqu'il faut une descente en température progressive, à gradient descendant, comme dirait le chef. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que d'abord, ça va optimiser la cuisson, mais surtout, j'ai fait l'expérience, si on le sort et qu'il va donc refroidir d'un coup, il va se craqueler directement. Voilà, il va y avoir un choc thermique. Et du coup, on le laisse refroidir tranquillement et après, on le sort du four et on le laisse encore refroidir avant de le mettre au frais pendant 24 heures. Pendant que notre cheesecake cuit, je vous emmène en Alsace découvrir une autre spécialité, la tarte au fromage. Il faut donc emprunter les chemins sinueux des Vosges du Sud pour atteindre le petit village de Villers-sur-Thur. C'est dans ce décor de moyenne montagne, au pied du Grand Ballon d'Alsace, qu'est située la ferme auberge reprise par Éloi et Véronique en 1994. Ici, tout est fait maison et en famille. C'est Véronique qui officie derrière les fourneaux et qui nous cuisinera la tarte au fromage blanc alsacien. Mais d'abord, qui dit gâteau au fromage blanc dit fromage. Et ça, c'est la partie d'Éloi et de son fils aîné. La traite vient de se terminer. Je rejoins Éloi dans le laboratoire de la ferme où il transforme le lait en fromage de manière totalement artisanale. Alors ce lait, il vient de la traite de ce matin et qui est donc mélangé au lait de la traite du soir. Et donc maintenant, je vais incorporer la présure pour faire cailler le lait. On transforme tout ce lait pour en faire du mincer et puis du casse-cure. Casse-cœur étant le terme alsacien pour gâteau au fromage. Il faut maintenant 45 minutes au lait pour cailler. Très très important, il ne faut pas aller trop vite pour découper le caillé. Il faut faire ça tout doucement. Au fur et à mesure qu'il mélange le sérum, le petit lait remonte. Encore quelques minutes de patience et Éloi récupère le caillé toujours à la main. C'est des gestes ancestraux. Ça fait partie de la tradition des marquaires. Et puis c'est vrai que moi j'ai vu mon père faire ça. Et puis mon fils voit comment je fais. Et puis je pense que voilà, c'est la troisième génération. Véronique peut à présent récupérer la faisselle de lait de vache pour préparer le Käsekuera, le gâteau au fromage blanc alsacien qui s'est érigé en spécialité régionale au XIXe siècle. Pour la recette du Käsekuera, j'ai besoin en premier lieu du fromage en faisselle, un peu de maïzena, les raisins qui ont gonflé donc dans de l'eau tiède pendant à peu près une demi-heure et naturellement les œufs. Presque tout ce que cuisine Véronique est issu de la ferme, pour sa plus grande fierté. C'est l'heure de la ponte, donc il faut que je fasse un peu de place. On est sur du produit qualité et fraîcheur garantie. Tous les ingrédients sont réunis, Véronique peut commencer. Je pars sur la recette d'une pâte brisée. J'ai des petites astuces. Le rajout du sucre fin et pour le croquant, croustillant, le saindoux que nous fabriquons avec la graisse de nos cochons. Comme la pâte doit reposer au moins 2 heures, Véronique en a préparé une la veille. Elle n'a plus qu'à l'étaler et la faire pré-cuire. Et pour cela, elle a un petit tour de main. Je vais poser une feuille d'aluminium avec un petit peu de riz
pour faire du pois et pour précuire ma pâte pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, Véronique récupère le fromage frais qu'elle a laissé égoutter. L'élément central de la recette, c'est donc le fromage en faisselle, lui. D'où l'importance de la fraîcheur, de l'origine du produit. Elle ajoute 2 cuillerées à soupe de crème fraîche de la ferme et 2 cuillerées à soupe de fécule de maïs. La maïzena permet au cascuara de rester assez haut quand il sera cuit, quand on le sortira du four. Véronique incorpore ensuite 200 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, puis les raisins qui ont trempé dans de l'eau tiède pendant une demi-heure. Elle termine en ajoutant les blancs en neige. À la préparation, avec le fromage, les blancs en neige vont apporter la légèreté. J'enlève l'aluminium et les grains de riz. Il n'y a plus qu'à verser l'appareil sur la pâte précuite et enfourner cette tarte toujours très populaire en Alsace, où elle est souvent servie le vendredi après la soupe de légumes. Voilà, le cascuara est cuit. On peut le goûter, le déguster. Super. Aujourd'hui, ce ne sont pas les clients de la ferme Auberge, mais Éloi et son fils qui ont le privilège de la déguster. Excellent. Merci au fromager. D'ailleurs, on va en reprendre un petit bout. Une belle recette de tarte légère et gourmande que l'on sert traditionnellement en hiver, lorsque les fruits viennent à manquer. Mais quand même, ce qu'il faut souligner là, c'est de voir ces gens qui travaillent en circuit court, en circuit totalement clos, et à mon avis, qui doivent travailler beaucoup. Mais là, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est dans une cuisine locale. Hein. Ah oui, c'est super. Ouais. Et importance d'avoir un fromage de faisselle, qui ne soit pas un fromage lisse. Alors justement, toi, tu vas nous parler du produit de base de cette recette. Mais oui, le fromage qu'on peut faire soi-même. On peut faire soi-même son fromage blanc. C'est très facile à faire. Vous achetez en pharmacie de la présure. Ça se trouve très facilement. Alors, ça vient de 4e estomac des vaches, la caillette. Et en fait, il y a l'enzyme à l'intérieur qui va permettre de faire cailler le lait, mais de façon contrôlée. Donc la recette est très simple. Vous prenez du lait à 30-35 degrés. Vous en mettez 2, 3, 4 gouttes. 1 litre de lait, 4 gouttes de présure. Vous mélangez et vous mettez dans un saladier et vous n'y touchez plus pendant au moins 12 heures. D'accord. Alors j'ai anticipé. Au frais. Non, à température ambiante. Ça ne va pas tourner. Enfin, si, ça va cailler. Il faut, mais de façon contrôlée. Il faut leur donner un peu de chaleur en fait à ces enzymes pour accélérer. Pas Comme trop. pour le pain finalement. Tout à fait. Alors pas trop non plus chaud, sinon vous allez les tuer, mais suffisamment chaud pour les développer. 12 heures après, tac, eh bien vous récupérez, vous voyez, c'est parti, ça commence à cailler un petit peu. Vous voyez, c'est une masse. Vous pouvez le filtrer, vous avez le petit lait ici, le sérum. Et il suffit de passer au chinois. Et là, vous avez directement votre fromage maison. Voilà, on pourrait le faire avec du sel finalement aussi, non? Alors, ou non. avec du vinaigre? Alors, le vinaigre et oui, c'est bien. Alors, par exemple, vinaigre ou jus de citron dans du lait, mais voilà ce que tu vas obtenir. C'est-à-dire que ça va aller très vite, trop vite. Ça va cailler trop vite. Ça va donner du goût. Alors, un petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est que même une cuillère à café, par exemple, de vinaigre, tu vas obtenir ça en l'espace de 10 heures. Mais avec cette texture-là, tu as une autre texture. Ça va être plus... Là, c'est vraiment le cottage cheese. Voilà, tu vas avoir une pâte pressée. Si tu presses ça et tu attends, là, tu as un fromage frais, pâte pressée à la limite. Tandis que là, l'intérêt de cette présure ici à faible dose, c'est que tu as un côté crémeux, onctueux. Voilà. Donc, tu vas pouvoir jouer comme ça sur toutes les textures. Finalement, dans ta recette, du lait cru, par exemple, dans lequel il y aura beaucoup de nutriments, beaucoup d'arômes. Le mieux quand même pour le lait cru, c'est de le faire bouillir d'abord une fois. D'accord. Après, tu attends que ça revienne à température. Et quand tu es vers les 30-35 degrés, là, tu mets ta présure ou ton jus de citron si tu as envie. Et tu laisses à 20-25 maximum. Voilà, c'est ça. Là, tu vois, par exemple, là maintenant, je vais laisser goûter. Tu vois le sérum là qui est un petit peu jaune. Une fois que ça aura bien goûté, maintenant, après, je vais le placer au frais. Et là, je vais l'utiliser comme un fromage blanc que j'aurais acheté. Et pour faire notamment un gâteau si on veut. Voilà. Et d'ailleurs, il est temps de nous remettre à notre cheesecake en préparant un glaçage à la mangue, ma petite touche personnelle dans cette recette. Pour cela, je fais d'abord tremper les feuilles de gélatine, compter une feuille d'1 gramme pour 100 grammes de mangue environ. On va les laisser ramollir dans l'eau froide. Ouais. Et pendant ce temps-là, on va mixer nos dés de mangue. Faut bien mixer, hein, sinon il ne faut pas qu'il y ait de morceaux. Hein. L'idéal même serait de le passer ensuite Petit ami. Allez, petit ami.
Allez, c'est parti. Donc tu repasses au tamis pour éviter Ouais. les petites fibres, hein, c'est Ouais, ça. c'est très très fibreux la mangue. On Si voit tu qu'on- veux avoir un dessus de gâteau bien joli, bien lisse, un beau glaçage, comme on dit dans le métier, Voilà, un glaçage, absolument. beau glaçage, eh bien, il faut se donner un petit peu de mal. Alors, Regarde, c'est léger. magnifique. Voilà. Et oui, regarde ces fibres. Ah là là, c'est terrible. Mon Dieu, quand je pense que j'ai failli ne pas filtrer cette purée. J'ajoute du citron vert pour donner du peps. Alors, quelques gouttes suffisent. Un peu de sucre quand même, non? Donc toi, t'es pas très Je sucre. suis pas sucre, Pas mais, sucre. mais on faudrait voir le taux de sucre de la mangue, mais on va goûter. On va tout goûter, simplement. regarde. On a un tout petit peu de sucre ici. Le cas échéant, on peut se permettre d'en mettre. Alors, c'est parti. On peut en rajouter un petit Tu peux en peu. rajouter? Alors, je te laisse mettre ça. Alors là, pour le coup, il est nécessaire de chauffer également pour faire fondre le sucre. Les garçons, on est bien d'accord que pour faire fondre une feuille de gélatine sans freiner son pouvoir gélifiant, il ne faut pas que ça boue. Ah non, surtout pas. D'accord, donc Vraiment, ça, on chauffe, mais même on bout pas. 60 degrés, ça suffit largement. Est-ce que tu penses que c'est bon là? On peut y aller, oui. On peut y aller? Ça rince très bien les mains. Ce qui est bien, c'est ce que tu as fait aussi, c'est de, à la fin, quand c'est chauffé, de redonner un petit coup de... Petit coup de mixeur à nouveau Ouais. pour éviter les morceaux de On sait gélatine. jamais. Tu y vas? On y va. Je me pousse un peu. Voilà. Ça suffit, hein? Ouais. Pas trop d'air une fois de plus. Et voilà. Le gâteau est cuit, nous n'avons plus qu'à couler le glaçage dessus. Voilà. Et on donne un petit coup pour étaler tout ça. Et voilà. Donc on va le mettre directement au frais. Voilà. Allez hop, c'est parti. Et là, on est patient. On est patient, on est patient. Maintenant, les garçons, je vous propose de voyager à nouveau, de partir dans l'Allier. Et c'est Monique qui nous accueille et qui va nous cuisiner une recette très ancienne. C'est très intéressant. La gouère bourbonnaise, c'est maintenant. Reprenons la route direction la terre des Bourbons, au sud de la forêt de Tronchet, dans l'Allier, qu'on nommait autrefois le bocage bourbonnais. C'est au cœur de ce paysage bucolique, dans le domaine d'Ambro, détenu et entretenu par l'association de défense du patrimoine, la Chavanée, que nous sommes attendus. Cette ancienne locaterie, comme on l'appelle dans la région, est composée d'une maison d'habitation et d'une grange dont l'architecture n'a pas changé depuis le 19e siècle. Monique, enfant du pays et véritable passionnée du patrimoine bourbonnais, va nous cuisiner une recette de gâteau au fromage remontant au 15e siècle, la gouère bourbonnaise. Alors, pour la gouère bourbonnaise, il nous faut déjà une croûte. Une croûte en pâte brisée, mais celle-ci est une pâte brisée pauvre. On met moins de beurre, c'est-à-dire comme les paysannes les fabriquaient autrefois. Alors, cette recette, moi, je n'ai rien inventé. Je l'ai eue par transmission familiale. Ma mère et ma grand-mère la faisaient. Et elle commence par la préparation de 700 g de pommes de terre à chair ferme. Je pense que c'est assez indispensable d'avoir une chair ferme. Il ne faut absolument pas qu'elle s'écrase complètement. Voilà, on les coupe en gros morceaux. Puis maintenant, on va les faire cuire. 20 minutes à couvert dans l'eau salée. Une fois égouttées, Monique les écrase au presse-purée. J'écrase mes pommes de terre, soit au pilon, soit au moulin à légumes, mais jamais avec un mixeur. Elles deviennent élastiques et on abîme complètement la structure. Et c'est vraiment pas bon. Puis vient le moment d'ajouter le fameux fromage. Il faut prendre de la faisselle. Bon, la faisselle de vache. D'abord, c'est vraiment un fromage de vache qui n'est pas trop fort, mais surtout pas un fromage battu. Si on prend un fromage battu, le petit lait n'a pas le même rôle et ça ne marche pas. Alors maintenant, j'ajoute le fromage égoutté. Voilà, je mets du beurre et du lait chaud. Et
comme le veut la recette familiale, 2 œufs battus et salés sont incorporés. Sur les pommes de terre et le fromage, on verse le sucre. Le sucre et le sel sont les seuls ingrédients de la gouère qui ne provenaient pas directement de la ferme. Le mélange est prêt à être mis sur la pâte. La pâte qu'on a préparée, qu'on a étalée, qu'il va falloir maintenant piquer. Je verse mon mélange dans la croûte. Avant d'enfourner, Monique ajoute les descendants des grosses prunes séchées qui ornaient les arbres du Bourbonnais. J'en mets 25 parce que je trouve que c'est avec cette quantité-là que l'équilibre est le meilleur. Voilà. Elle les cache ensuite soigneusement comme elle l'a appris auprès de sa maman. On va enfourner la gouère, il ne faut pas qu'il brûle. Puis on fait un petit dessin dessus. Allez, je prends ma gouère, je l'enfourne à 190 degrés pour 55 minutes, 1 heure à peu près. Pendant ce temps, Monique nous emmène découvrir la locaterie du domaine qui témoigne de la vie rurale bourbonnaise au XIXe siècle. C'était le logement de tous ces paysans, de tous ces journaliers qui vivaient dans nos campagnes et qui les valorisaient. Et la gouère, entre autres, était faite dans ces petites maisons. Ici, vous avez des faisselles, toute une collection de faisselles qui étaient utilisées pour mettre le caillé et faire les fromages. Les petites étaient réservées au lait de chèvre, les grandes au lait de vache. Et c'est dans ce four que la gouère cuisait. Quand le pain est cuit, le four est encore chaud. Et à ce moment-là, on enfournait d'autres plats, comme la gouère. D'ailleurs, il est temps de sortir la nôtre du four et de la laisser refroidir. Voilà. Elle est bien cuite quand la pâte se décolle complètement. Et là, on teste bien comme ça. Et maintenant, on peut la démouler. Voilà. La tarte paysanne au fromage et aux pruneaux est prête à être dégustée à l'ombre des arbres du domaine avec quelques amis de l'association. Gouère de la Monique. Allez. En plus, elle est toute chaude. Non, elle est encore un peu chaude. Oui. Elle est vraiment belle. Elle a du bon fromage. Ah oui, elle est bien. Merci. Oh là là, ça les gars. Ah oui. Et je vais en Ça. mettre. Il y a un équilibre entre le salé, le sucré, les pruneaux. C'est parfait, quoi. Avec Monique et ses amis, le patrimoine bourbonnais est entre de bonnes mains. Allez, retournons dans ma cuisine où nous allons enfin pouvoir déguster notre cheesecake new-yorkais, un autre voyage. Alors Thierry, on avait coulé notre coulis, on a mis tout ça au frais. J'ai suivi vos conseils, c'est d'ailleurs ce que je fais à la maison. On laisse reposer au moins 24 heures. Au frais, c'est vraiment meilleur. Mais même 2 jours, hein, ça supporte très bien. Et bah, maintenant, on n'a plus qu'à démouler. Alors pour démouler, on pourrait mettre un coup de couteau sur le tour, mais peut-être que Ça ce déchire sera... un petit peu. Ça déchire un peu, c'est vrai. Alors, si vous avez un chalumeau, c'est très Ouais, bien. j'avais prévu le coup, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Oui, alors il y a, quand on n'a pas ça, nos aînés trempaient un torchon propre dans de l'eau très chaude. Ah, et les serraient un petit peu, faisaient un tour. en serres et le- ça marchait très bien. Alors rapide, hein, évidemment. Ouais. D'un côté, en tout cas, ça marche. Ouh, hi-ha. Et voilà, magnifique. c'est beau. C'est joli, hein. Et c'est vrai que l'ajout de ce petit coulis change tout. C'est pas vraiment la recette traditionnelle, mais ça marche bien. Alors, là, on va pas s'aventurer à démouler totalement le gâteau, parce que c'est quand même fragile, cette base est fragile, on est d'accord, Thierry, on va laisser le disque. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que sur mon assiette de présentation, on a mis un petit papier absorbant mouillé, de façon à ce que ça ne glisse pas, et que l'on puisse découper ce gâteau. On se rajouterait pas un petit peu de zeste de citron vert ? Non.
te sens pas parti sur Ben le non, toast, parce là. que je vais mettre quelque chose de ferme, de dur. J'ai un jeu de texture très sympa. Et je vais avoir quelque chose qui risque de me gratter un petit peu dans la gorge. T'es fragile, t'as une petite gorge fragile quand J'ai même. une Hein. gorge fragile. moi. Non, mais je vois pas... Voilà. D'accord. Bon, eh ben moi j'aime bien quand on a des partis pris forts. Ah ben oui. J'assume, je prends ma râpe et mon citron à table et je ferai ma petite râpée perso. Je vais prendre les assiettes, on va faire la découpe. Il ne me reste plus qu'à dresser de jolies parts à l'assiette en prenant soin de bien nettoyer la lame entre chaque coup de couteau. Et voilà, et ça sonne. Ils sont bien élevés ces gens qui arrivent juste au bon moment. Formidable. Politesse des rois. Aujourd'hui, pour partager notre dessert, nous recevons les représentants de 2 ancêtres du cheesecake. Bonjour Florence, vous arrivez les bras chargés, mais c'est magnifique. Comment ça Florence, bienvenue. Mais très bien. Merci. Florence Kahn, la référence. Comment ça va? Florence Kahn est traiteur yiddish depuis près de 30 ans à Paris. Elle est venue avec la tarte au fromage russe, la vatrouchka, que l'on trouve sur les tables des fêtes juives. Le pâtissier alsacien Thierry Hommel n'est pas venu les mains vides non plus. Pour notre plus grand bonheur, nous allons pouvoir déguster aussi son fameux gâteau au fromage encensé par les grands chefs. Ce qui est intéressant, on l'a évoqué avec Thierry et Raphaël, c'est que finalement ces 3 desserts partent d'un même bassin de culture. Hein. Et c'est une histoire de flux migratoire, d'influence réciproque. Donc là, la vatrouchka, donc russe. Vous êtes d'origine russe? Non, d'origine polonaise. D'origine polonaise, ça nous rappelle quelqu'un? Oui. Mais en même temps, la cuisine polonaise est largement influencée par la cuisine russe. Oui, bien sûr. Et puis dans le secteur, en Europe centrale, toutes les cuisines se ressemblent un petit peu quand même. Raconte-nous un petit peu, Thierry, toi qui connais bien cette histoire de flux migratoire vers les États-Unis. D'où vient-il? Pour moi, on l'a évoqué, Russie, Pologne, Allemagne, il n'y a pas beaucoup d'étanchéité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça a quand même été des zones de conflit extrêmement importantes. Et il y a eu un départ sur l'Amérique du Nord qui a été très très fort. Et on a découvert le gâteau, le cheesecake dans tous les delicatessen, mais les pastrami, toutes les charcuteries de bœuf qu'on retrouve aux États-Unis. Donc c'est vraiment... Et le bagel. Et le bagel, le bretzel. Ça. Quand on est à New York, on se dit, mais attendez, je suis où là? Et c'est vrai qu'il y a une histoire avec ces flux migratoires et puis l'histoire de ces gâteaux de diaspora, de ces plats de diaspora, où on a besoin, à un moment donné, de se raccrocher à quelque chose. On a quitté son pays, on a quitté bien souvent ses racines et on se dit, mais qu'est-ce qui me reste? Tiens, un tel fait un bon cheesecake, l'autre fait un bon bagels, et puis on se le réapproprie, ça permet de rester en lien avec sa culture. Et alors, vous, Thierry? Moi, je suis de l'Est. Vous êtes de l'Est? J'ai appris en Vous êtes Alsace. lorrain. Et je suis donc migré en Lorraine. Alors, cette tarte au fromage blanc, elle a une histoire incroyable parce qu'elle a eu une reconnaissance nationale. Oui. Ça a largement dépassé les frontières de votre département. On s'y attendait pas et puis Qu'est-ce qui fait la différence selon vous? sa légèreté, je pense. J'ai l'impression de manger du fromage frais encore. Oui, c'est vrai. Qui n'est pas cuit. Ah bon? Ouais. Ouais, c'est très très frais. Et alors, pour l'appareil, donc la crème en elle-même, est-ce qu'on est à peu près sur une même base, Florence? Je pense pas. Par rapport à la vatrouchka? Moi, je pars d'un fromage très très sec, sans eau. Et je rajoute l'eau au fur et à mesure pour avoir une texture crémeuse, onctueuse, quelque chose de moelleux en bouche. La vatrouchka s'apparente davantage finalement au cheesecake américain. Oui. Et c'est délicieux et c'est drôle comme un même dessert finalement avec quasiment les mêmes ingrédients C'est ça. peut prendre Ils se ressemblent des étonnamment, aspects extrêmement variés. Ils ont le même look, oui. Oui, et surtout, moi je trouve que c'est un gâteau où il y a tellement de plaisir, tellement... C'est presque c'est un gâteau qui fait du bien rien qu'à le regarder. Et ça fait partie de ces... C'est un gâteau réconfortant. Celui-ci est très coussin, hein. Ouais, bien sûr. Très doudou. C'est vrai que ce sont des coussins. Qu'est-ce que vous pensez de notre coussin à nous alors? Ah ben moi j'adore le côté acidulé qu'il y a dedans. Oui, bah là c'est la mangue effectivement. C'est de la mangue. Mangue et citron. Et puis la petite vanille. Et ce biscuit, enfin cette base de biscuit, Croustillant, c'est très... j'aime bien. qu'est-ce que tu en penses toi Thierry? Non, c'est vrai, il a ce twist très moderne que je trouve très intéressant avec une texture très souple, très fine en bouche, où ça révèle des saveurs très intéressantes. Et puis ce jeu de texture et température, c'est Oui, un jeu parce de qu'on a texture vraiment une base qui très donne de l'émotion. croustillante. Et la petite mangue, je trouve ça très intéressant aussi. Nous, on a opté pour une clarette de Die. Quel vin, si tant est que ce soit du vin, ça peut être autre chose d'ailleurs, vous recommandez sur vos gâteaux respectifs? À moi, direct, de la vodka.
Ah bah voilà. Évidemment. Ah bah tiens. Ah bon, pourquoi pas. De la vodka. c'est Oui, beau, une là. vodka blanche assez neutre, pas trop présente, mais un petit coup de fouet, quoi. Sec, vodka sèche. Et vous? Moi, je dirais un vin d'Alsace, Un vin doux? on va dire sucré. Un vin de Moselle, qui sont très bons aussi. Hein. Certains cidres fermiers, Bien ça frais, marche ça bien, passe les très, poirées. très bien, quoi. Champagne aussi, il y a quand même vraiment de quoi se régaler sur le champagne. Et c'est vrai Un que ça alcool appelle- fort, ça marche bien parce que on a le Contrebalancer le gras. on a le palais qui prend un peu en C'est gras. ça. et- Ouais, il y a un côté beaucoup plus volatile qui arrive. On va tourner la page de cette cuisine si riche, de cette cuisine de mémoire, de cette cuisine de souvenirs, de transmission, de racines, qui nous raconte notre histoire, nos histoires, les flux migratoires, et qui crée du lien, évidemment. Alors j'espère qu'on vous a donné envie de vous frotter à l'un de tous nos gâteaux fromagés, que ça va vous donner envie également d'aller chez un agriculteur chercher un bon fromage de votre région, et puis ensuite de le partager avec ceux que vous aimez. C'est ça la cuisine. Salut!